V8 Passion, le seul magazine québécois sur les autos américaines classiques et modifiées, est fier de vous présenter Passion Auto Rétro. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, je vous présente une voiture qui est sortie 17 jours avant la fameuse Mustang en 1964. C'était la première génération à cette époque. Cette semaine, on vous présente la troisième génération du modèle. C'est un Cuda 1974 et je vous le présente avec M. Daniel Giguère. Cuda 1974. En 1967, c'est le temps pour Plymouth de voir grand ou abandonner la Barracuda. Le nouveau modèle prévu pour 1970 devra pouvoir contenir les moteurs haute performance de Plymouth. La carrosserie sera plus basse et plus large que les Pony Cars de l'époque, avec un long capot et un arrière court. Il est à noter que le bureau d'études de Plymouth sera aussi responsable d'alimenter la division Dodge pour sa Challenger. Pour sa première année, un large choix de moteurs sera disponible, du 6 cylindres de 225 pouces cubes jusqu'au V8 de 318, 340, 383, 440 et 4261 pouces cubes, développant de 145 à 425 chevaux. Daniel, tu nous présentes un Cuda 1974, un muscle car qui fait rêver beaucoup de gens, c'est une légende. Les premiers contacts pour toi avec l'automobile, la mécanique, si on recule dans le temps, loin, c'est quoi ton premier souvenir? Ça remonte à vraiment longtemps. Je pense que quand je suis venu au monde, je suis tombé dans la marmite jeune. Écoute, j'ai tout le temps été un passionné de mécanique. Je me souviens que les premiers temps que j'étais capable de me tenir debout, j'ai tombé sur une motoneige, une vieille Bombardier 65. Tu conduisais ça tout petit? Oui, c'est ça. Je faisais le tour de la maison chez nous à peu près 4 ans et demi, 5 ans. Tu demeurais en campagne ou en Oui, ville? ici. Ouais. À Saint-Tite-des-Capes. C'est ça, exactement. Parfait. Fait qu'on avait du terrain pour s'amuser en motoneige. On avait du terrain, ouais, avec un paysage comme ça devait être beau. Oui, c'était super. Après la motoneige, il y a eu d'autres contacts avec la mécanique? J'imagine qu'on est dans un milieu pour ça, là. Oui, exactement. Il y a eu, c'est sûr, des petites motos. Ensuite de ça, à un moment donné, à l'époque, c'est sûr qu'il n'y avait pas de VTT, de trois roues, rien de ça. C'est que mon père, à un moment donné, il avait acheté un tracteur à gazon. Mon Dieu, c'était l'apothéose de me promener avec un steering, avec un tracteur à gazon. Tu faisais des accélérations? Ah non, pas vraiment, mais je tondais le gazon pas mal, par contre. Ah oui, ça, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème, oui. Puis, de fil en aiguille, là, il y a eu le contact avec l'automobile qui est arrivé. Oui, c'est sûr que, là, à un moment donné, c'est sûr que jeune, j'écoutais comme bien du monde, j'imagine, le Roadrunner avec le Coyote. Oui. Puis, à un moment donné, je me rappelle, je devais avoir 7-8 ans. Mon père m'avait dit, ça, un Roadrunner, il y a une voiture qui se fait de ça. Ah ouais. Ça a été vraiment, là, un déclic. J'ai dit, oui, un jour, il faut que j'aille une voiture comme ça. Puis... J'imagine, parce que là, on était tout amateur de ce dessin animé. Oui, c'est ça, oui. Effectivement. Puis lorsqu'on associait la voiture à ça, c'était magique pour les enfants. C'est ça. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet, rien. C'est que j'avais aucune idée à ce moment-là de quoi que la voiture avait de l'air puis tout. Est-ce que ton père a acheté un Roadrunner? Non. Lui, il avait des voitures. C'est sûr que j'ai appris pas mal la mécanique là. À ce moment-là, mon père bricolait tout, peinturait, faisait sa mécanique. Donc là, c'est là que c'est sûr que j'ai eu la passion. Puis, écoute, on avait des dome buggy, des fameuses coccinelles qu'on enlevait la carrosserie, qu'on mettait des tubulures en métal, puis qu'on se promenait dans les champs avant les VTT, c'est ça. Ça, on peut en parler un petit peu rapidement. Un dome buggy, là, côté trail, c'était quelque chose. Dans une dune de sable, on peut se dire que c'était le fun. Ah oui, c'était plaisant. C'est sûr que là, on avait notre fun. On l'a fait notre fou. Autant ici, il y a beaucoup de boiteux, si on veut. C'est qu'on allait aussi dans la dune de sable ici, pas loin, puis aussi en bas, dans les swamps, des trous de bouettes. Puis c'était vraiment agréable. Le contact avec la voiture de collection, maintenant, c'est du muscle car. Ton premier contact, le jour où tu as dit que tu voulais une voiture, j'imagine que le dessin animé Roadrunner t'a peut-être donné le goût d'en avoir une. C'est sûr. Ça m'a donné le goût.
Par la suite, dans le temps que j'allais au secondaire, donc je prenais l'autobus, il y avait tous les gens de Saint-Onge, Beaupré, Saint-Joachim, des personnes qui étaient plus vieux que moi à l'époque, qui avaient tous des muscle cars. On parle de Camaro, Chevelle, Démon, Dodge, Dart. Écoute, je les voyais passer le samedi puis le dimanche dans Saint-Onge, Beaupré, puis ça me faisait vraiment capoter. Le petit gars rêvait. Ah là, je capotais. Il se voyait dedans? Oui, Oui. surtout. Puis surtout, à tous les jours que j'allais à l'école, j'allais avec l'autobus scolaire. Puis en haut de la côte de la Miche, il y avait le garage Labrie qui était là. Puis lui, il y avait une Challenger 71 Plum Crazy qui était toujours stationné aux côtés du garage. Écoute, à tous les jours, je le regardais, je passais, je regardais en descendant, je regardais en montant, je capotais, là. Cette couleur-là, particulièrement, Ah oui, Plum Crazy. c'est une couleur qui était incroyable. Ah, il était incroyable. C'est que là, ça m'a vraiment donné le goût d'en avoir un. Puis, par la suite, je devais avoir 16-17 ans. Il y a un de mes amis qui s'est acheté un Charger 69, Plum Crazy, justement. Puis, j'ai été son chauffeur désigné. Fait que le samedi... Mon Dieu, c'est un beau cadeau. C'était... Écoute, lui, on partait veiller le soir, puis c'était tout le temps moi qui conduisais l'auto. Par sécurité. Exactement. Donc, tu disais à ton ami, bois. Bois. Je vais conduire. C'est ça. Okay. C'était épouvantable. C'est là vraiment que j'ai dit, écoute, ça me prend un muscle car, comme ça. Le son, quand tu roulais, c'était épouvantable. Là. Il dit, c'est sûr que ça m'en prend un. Puis j'avais, comme je te disais tantôt, toujours l'idée d'avoir un Roadrunner. Fait que, puis un jour ou l'autre, à un moment donné, c'est arrivé à Beauport, il y en avait un à vendre, un 69. Comment c'est arrivé? Tu l'as cherché longtemps. On est à quelle année pour nous suivre? En 88, 89. Okay. Oui, c'est ça. On se promenait tout bonnement, puis il y en avait un à vendre dans une rue, dans le coin de la rue justement, à Beauport. Puis il était jaune, il était là. J'ai dit, mon Dieu. Puis un 69, mon année de naissance. Fait que j'ai dit, c'est le match parfait. Coup de foudre? Coup de foudre, c'était le match parfait. Donc, j'ai ramassé ça. Puis tu l'as rénové? Oui, c'est ça. J'ai roulé quand même quelques années avec. Il était quand même pas pirement en shape. Puis en 93, on l'a tout décapé sur le fer au complet, tout démonté, puis refait à ce moment-là. Cette semaine, on parle d'assurance, mais de produits d'assurance d'une nouvelle compagnie implantée au Québec, Hagerty. Bonjour, Éric. Bonjour, Éric, à nouveau. Écoute, Hagerty, on a dit lors de notre dernière rencontre que c'était une grosse compagnie américaine. Combien d'employés déjà? Alors, nous sommes 900 employés à travers le Canada, les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. Beaucoup de gens. Oui, beaucoup de gens. On a parlé également de votre partenariat avec Leclerc Assurance, dont vous faites partie. Tout à fait. Leclerc, on va dire, s'occupe de notre service et de nos ventes parce que je suis le seul employé pour l'instant qui parle français dans la compagnie. Donc, il nous aide énormément à répondre à la demande de nos clients. Adapter le produit aussi au marché du Québec qui est un peu différent. Exactement, tout à fait. Parfait. Éric, toi, au niveau des produits, oui. Hagerty est un produit qui est nouveau et pas nouveau en même temps, mais par rapport à la concurrence dans le milieu de l'assurance automobile antique, c'est quoi qui distingue la compagnie? Alors, il y a plusieurs choses qui nous distinguent. C'est une très bonne question, merci beaucoup. Premièrement, Éric, chez nous, on ne requiert pas d'évaluation professionnelle. Alors, on a une grosse force d'équipe chez nous, aux États-Unis, qui fait partie du système d'évaluation, une équipe qui évalue les véhicules pour nous. C'est un mélange de plusieurs choses, donc quand on sponsorise, auquel on va, qu'on assiste. Donc le client, on lui demande juste qu'il nous envoie des photos de son véhicule, quelques-unes devant, derrière, le côté, le moteur, parce qu'on a nos propres bases de données. Et ça, ces informations, on peut les envoyer au client, c'est téléchargeable, tout le monde peut y avoir accès et on a même une application pour ça. Donc, c'est des données qui sont issues probablement des encans, des ventes, oui. La structure du marché, puis on évalue que le véhicule dans le marché par rapport aux ventes, exactement. C'était le prix. Il y a 4 conditions excellentes, concours, bonnes, passables. Et en effet, c'est un mélange de toutes ces choses, vente privée, vente publique. L'autre chose qui nous différencie aussi, je vous dirais, c'est qu'on est très flexible au niveau de l'utilisation du véhicule. C'est un usage que vous faites pour la promenade, bien évidemment, oui. Mais vous pouvez le prendre pour aller, on va dire, faire une course, aller au centre d'achat, le centre commercial. On n'est pas limité là, on est très flexible par rapport à ça. OK. Donc, on peut s'en servir du véhicule de façon récréative, sans se restreindre. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas besoin... la seule chose qu'on restreint, on va dire, c'est que vous ne pouvez pas le prendre pour aller au travail, mais c'est un usage plaisir, la définition a été ouverte. Oui. Pas de limite au niveau du kilométrage en tant que tel. Et bien évidemment, ça vous couvre sur une police d'1 an.
on va dire, à travers le Canada et les États-Unis. Et pour terminer, je dirais qu'il y a même aussi des avenants qui nous différencient de la concurrence, mon cher Eric. Exemple, l'avenant de Evacuation Expense. Oui. Donc si, on va dire, vous devez évacuer votre véhicule, vous êtes couvert pour ça. Un véhicule qui est on va dire, en construction, en restauration, qui n'est pas sur la route, on le couvre aussi. OK. Et l'avenant de sauvetage de véhicules précieux. Donc si vous avez une perte totale, vous pouvez récupérer votre véhicule. Si on veut plus d'informations, c'est pas compliqué. On passe par toi. Dans le fond, on a la chance de pouvoir te contacter directement. Tout à Et toi, fait. tu nous réfères aux bonnes personnes, tu fais un suivi. Exactement, exactement. J'aime, comme vous pouvez le constater, j'aime beaucoup parler aux gens. Oui. Je veux leur expliquer notre produit avant de le référer à Leclerc Assurance. Bienvenue au Canada et merci, Eric. Merci à vous, Eric. Cette chronique vous a été présentée par Hagerty, car votre véhicule mérite ce qu'il y a de mieux. Le 1er février 1974, le producteur cinématographique Samuel Goldwyn meurt à l'âge vénérable de 94 ans. Fondateur de la maison de production Goldwyn Pictures en 1916, puis de Samuel Goldwyn Productions. C'est d'ailleurs lui qui introduit rapidement la séquence de Léo le lion qui rugit au début de chaque film et qui est l'emblème des productions de MGM encore aujourd'hui. Le 1er juin, c'est la tragédie à Saint-Joseph-de-la-Rive alors qu'un autobus perd le contrôle et finit sa course dans un ravin avec à son bord des personnes du 3e âge. On compte 13 morts et 24 blessés. En 1997, un accident similaire se répète au même endroit, faisant 44 victimes. Le 29 juin, le danseur étoile russe Mikhail Baryshnikov du ballet Kirov est en tournée avec la troupe du Bolchoï au Canada. Il décide rapidement de déserter afin d'obtenir plus d'opportunités de danse, vu les restrictions très sévères en Russie. Il joint rapidement la troupe de ballet de New York, danse pour Broadway, à la télévision, au cinéma, puis devient le directeur artistique du fameux American Ballet Theatre en 1980. Daniel, notre CUDA 1974, tout d'abord, c'est la voiture de ta belle-mère. Oui. Et hot, ta belle-mère? Ah oui, elle aime ça. Elle aime ça? Ouais. OK. Peux-tu nous expliquer un peu l'histoire? Elle voulait une voiture, elle voyait rouler ces voitures-là C'est ça. il y a plusieurs années. Exact. Puis un jour, elle a décidé qu'elle en voulait une. Comment ça s'est arrivé? Oui, c'est ça. C'est comme tu me dis, c'est ça, jeune à demeurer ici, dans le Ville-Montagne, que c'était la 138 à ce moment-là qui passait là. Et ça passait. Et ça passait, c'est ça. Oui. Donc, elle voyait ces autos-là passer. Puis, ça y a toujours tenté d'en avoir une. Elle se dit, un jour, on va en avoir une. Donc, à un moment donné, ici au village, tout bonnement, comme ça, il y avait une pancarte à vendre qui s'est posée sur un poteau. On ne savait même pas qu'il y avait un CUDA ici au village. À Saint-Tite À même. Saint-Tite même, oui, OK. c'est ça. Fait que mon beau-père a vu la pancarte à vendre, Plymouth CUDA. Fait qu'il dit ça à ma belle-mère, il y a un Plymouth à vendre au village. Donc, ouais. Fait que là, elle me demande d'aller le voir. On arrive là, l'auto était en pièces. Il était tout démonté. OK. Il y avait le châssis, les pièces, les C'est ça. tambours, tout ça dans les boîtes. C'est ça, exactement. OK. L'auto était tout démonté. Donc, on a ramassé l'auto. Puis, quand arrivé chez nous à la maison, elle regarde ça un petit peu plus attentivement. Puis, l'auto était vraiment sain. Puis aussi, il y avait des pièces chromées dessus. Le monsieur avait chromé des pièces en 1980. Quand même. Fait qu'on avait les factures encore, puis il avait mis pour 5000 pièces de chrome. C'est encore en bon état? C'était en très, Oui. très, très bon état. Écoute, 5000 pièces de chrome en 1980, C'est beaucoup, hein? c'était beaucoup d'argent. Oui. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000. Facile, C'est facile. ça. Ça fait qu'à partir de là, bon, je me suis dit, bon, l'auto, vu qu'il y a des pièces chromées, donc elle sera plus match number, c'est que je me suis permis un peu de jouer un peu avec. C'est-à-dire, j'ai changé la mécanique, il est venu au monde avec un 360. Puis là, je me suis dit, on va mettre un 440 dedans. Parce qu'il faut dire qu'en 74, le 440 était plus était disponible. plus disponible, c'est ça. Il y a eu la crise du pétrole, 73. Là, il y avait beaucoup moins de moteurs de disponibles. Exactement, c'est ça. Dans la restauration de la voiture, ça a été un bon défi. On va commencer par dire que tu n'as pas suivi de cours, Non, que tu n'as pas eu de formation, en mécanique, non. que tu es complètement autodidacte C'est et ça. que tu as remonté cette voiture-là de A à Z en apprenant par toi-même.
Exactement. C'est sûr, par chance, le monsieur qui l'avait avant avait le manuel shop complet. Donc, c'était vraiment comme un genre de gros mécano, là. Étudier les plans, tout, puis tout remonter ça, les pièces. C'est sûr que c'était un peu drôle que quand on ouvrait les boîtes, mon Dieu, ça va où, ça, cette pièce-là? Hey, t'as pas de plan, là? Faut-tu Non, trouver c'est la ça. pièce Surtout dans quand le c'est pas toi livre? qui l'as démonté. Ah non, non, non. Les petites braquettes, il y en a des braquettes dans le char, les systèmes de vitres et tout. Là, Le défi a pris combien d'années? C'est sûr que je suis pas un rapidos, vu que c'est pas mon métier. Puis Faut je pas faisais ça l'être non plus puis je faisais là-dedans, ça par temps perdu. On Ouais. a commencé peut-être en 2002 à peu près, OK. pour être prêt en 2016 à peu près. 2016. Fait que je travaillais des fois 2 heures, 3 heures 14 ans dessus. environ. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, les pièces, on ne peut pas toujours les trouver à l'instantané non plus. Non, c'est ça. Et Puis- à un moment donné, il faut prendre le temps aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent un projet à l'origine puis qui l'abandonnent, puis le deuxième l'abandonne. Vous l'avez fait au complet. Oui, non, moi, je suis quelqu'un de patient. Puis, quand que je commence quelque chose, je le finis. Ça fait que... Mais c'est ça, effectivement, plus que la voiture remontait, plus que les boîtes se vidaient, puis effectivement, à la fin, je me rendais bien compte que des fois, il manquait quelques pièces. Mais j'ai un bon ami, Michel, de RT Restauration. Oui. Il y a beaucoup de pièces, il y a des trésors. C'est la caverne d'Ali Baba pour les pièces. Pour les Mopars, oui. Oui, c'est ça, exactement. C'est qu'il m'a souvent dépanné avec des petits morceaux. Là. Puis à la fin, on a réussi à avoir un chef-d'œuvre. Oui. Cette semaine, à Passion Auto Rétro, on souligne le 10e anniversaire du Club des Crinqués. Un club qui a vu sa flamme d'allumage se créer en 1982. Écoute, explique-moi ça un petit peu, comment c'est arrivé. Bien, disons, c'est au Salon de l'Auto, on expose des véhicules, puis André, il y en a un véhicule, justement, puis moi, je n'avais construit un à ce moment-là, puis c'est à partir de là qu'on a commencé à se voir les premières fois. Puis les deux, bien, on est des passionnés de véhicules, puis André, il aime ça le drag, puis moi aussi. Fait qu'on avait tendance à s'énerver un petit peu, puis de l'équipe. Puis là, bien, on se rencontrait au drag, on se rencontrait dans les expositions d'un bord puis de l'autre. Puis là, bien, André, on a commencé à avoir des idées, puis là, bien, il est arrivé avec l'idée de peut-être de former un club, parce que la première fois qu'on avait été dans un show, mais les deux, on était là, André me regarde de loin, puis il dit on ne fuite pas ici, hein? Il dit, ça ne nous représente pas, ça. Hein? À un moment donné, bien, il a mûri une graine de partir un club. Écoute, André, l'idée quand même initiale de faire le club, vous sentiez un besoin, comme tu viens de le dire, mais de bâtir un club et d'y penser, c'est deux. J'imagine que du jus de bras un petit peu pour y arriver au moment du départ. Ah, ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus parce que, comme tu dis, la graine, à force d'en parler, puis tout, bien là, c'est devenu plus sérieux, notre idée, là. Puis là, à un moment donné, on demandait des conseils aux gars, puis tout. Puis comme là, on a justement fait notre show en fin de semaine avec les 30 ans des Mustangs. Puis, justement, c'est eux autres qui nous ont donné la graine pour partir parce que c'est Alain Renault. Il est arrivé, il dit les gars, il faut que ça soit sérieux. Si vous voulez faire de quoi, ça vous prend une charte, ça vous prend un nom, ça vous prend un logo. Il faut que tu sois sérieux dans ton approche. Puis il dit attends-toi que ça va coûter des scènes pour partir parce qu'il faut que tu t'enregistres au gouvernement. Puis c'est là qu'on a commencé à travailler. On a beaucoup de membres aussi qui s'impliquent vraiment beaucoup puis qu'ils nous aident à faire ça parce que juste deux gars se passer, là, parce que c'est trop gros, organiser des choses comme ça, seul, ça prend une bonne équipe. Alors, depuis 2009, le club est sur la route. Vous l'avez formé, il est présentement huilé. C'est le cas de le dire, on travaille dans notre contexte. Le club est huilé, va bien. Juste rapidement, les critères pour être membre du club. OK, V8, est-ce qu'il y a d'autres critères? oui, ça prend premièrement. Nous autres, on regardait surtout pour les muscle cars. Fait qu'on avait dit, là, ça prend. Puis les muscle cars, on s'entend que c'est des deux portes. Fait que là, on dit toujours. Puis on voulait surtout rester dans les véhicules américains. OK. Fait que ça veut dire américain, deux portes, V8. Ça, c'est les critères principaux. Présenter vraiment un club spécifique, sans nuire aux autres clubs qui sont autour, tu sais, parce qu'on touche pas aux véhicules 4 portes, on touche pas aux puis les importer ou ces choses-là. On n'a rien contre parce que ça le prend, ce marché-là. Nous autres, notre marché, il est quand même pas majeur, extrêmement gros, mais par contre, il est 100 notre marché, là, tu sais. Oui, il est extrêmement niché, votre marché. Bravo à vous tous, bravo à l'équipe et merci encore. Bonne journée. Le Club Les Crinqués de Québec vous a présenté l'exposition annuelle du président. Mario, dans notre volet Histoire de jouets, on va parler cette semaine des coffrets cadeaux.
Oui, effectivement. Alors, Dinky Toy, on tombe dans le plan marketing un peu. Ça commence et on avait des coffrets cadeaux, une genre de petite boîte grise avec des voitures à l'intérieur. Mais il faut faire attention parce que on avait une boîte grise avec 5 véhicules à l'intérieur identiques. Puis ça, ces boîtes-là étaient destinées aux marchands de jouets, que lui, il pouvait les prendre et les vendre individuellement. OK, donc c'était comme un achat en gros pour revente au détail. Oui, mais le même format coffret cadeau aussi existait, mais il y avait 5 véhicules, mais pas identiques. Ça, c'était vraiment fait pour la revente, mais le coffret cadeau au complet. Donc, pour les collectionneurs, ça, c'est très, 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 très recherché actuellement. La nuance entre les deux ont une grande valeur? Ils ont une grande valeur tous les deux, parce que, encore là, c'est la boîte qui fait la valeur souvent aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, juste pour revenir à la boîte est très importante autant que le véhicule. Oui, ben oui, parce que, regarde, justement, on arrive. Après la guerre, on est arrivé avec des formats comme ça, qui ressemblaient à ça. Alors, la petite voiture, tu as là-dedans, bien identifiée, Dinky Toy, le numéro, tout. Alors, ça, là, aujourd'hui, là, quand vous avez la voiture avec la boîte, c'est là que vous allez chercher une plus-value pour le petit jouet. On s'entend que la voiture seule ou la boîte seule, ça enlève un peu toute la magie. Exactement. OK. Déjà, même à 8 mois après le lancement, la marque propose déjà 100 modèles comme référence. Les premières versions 22 et 23 sont réalisées cependant en plomb jusqu'en 1935. OK. Qui, contrairement à certains constructeurs de jouets, Dinky Toy recherche vraiment la ressemblance de ces modèles avec les vraies voitures. Ça, c'était très important pour Dinky d'arriver, là, l'enfant, il se reconnaît, là, c'est comme l'auto à papa, ça. Ouais, c'est pas abstrait, ça ressemble à un Chevrolet, ça ressemble à un Parker, peu importe. Dinky Toy France va finir par reproduire, de 1948 à 1980, tous les modèles de voitures qui ont circulé sur la voie publique. Tous les modèles? Tous les modèles ont, à quelque part, ont été produits, exactement. Frank Orbey, malheureusement, est décédé le 21 septembre 1936. À cette date, Mécano avait 3 grandes marques. Alors, on avait les Mécanos, le jeu, les trains pour Hornby, et on avait le marché avec Dinky Toy. Dans le fond, tout ça part de Mécano avec de l'acquisition, puis on est devenu à ce moment-là une entreprise qui faisait plusieurs jouets. Exactement. La semaine prochaine, on va parler de la découverte du Zamac. Merci, Mario. Merci. Cuda 1974. Lors de la dernière année de production en 1974, dû aux restrictions gouvernementales et au prix prohibitif des primes d'assurance, les moteurs disponibles étaient les V8 de 318 et 360 pouces cubes de 150 et 245 chevaux. Suite à l'abandon de la décapotable, la seule version offerte était le coupé hardtop. La production s'est arrêtée à 11 734 unités, dont 4 989 Cuda. Daniel, le Cuda de rêve qui appartient à ta belle-mère, est-ce qu'on en profite un peu? Est-ce qu'on vous roulez ensemble? Oui, ça arrive qu'on roule à l'occasion. C'est sûr que c'est des voitures qu'on ne se sert pas tous les jours, mais... Non, on ne peut pas sortir ça à l'appui, plein de conditions, il faut que ce soit parfait comme justement, condition. quand il fait beau, c'est une petite promenade du dimanche, comme on pourrait dire, là, c'est ça. Elle en profite, puis elle aime le regarder, j'imagine. Elle aime le regarder. Écoute, elle l'a essayé une fois. Puis les autres fois, elle se promenait avec vous. Ouais, c'est ça. Là, présentement, on est sur le bord de la route 138. On est à Saint-Tite-des-Caps. On peut se rendre à Malbaie par ici. Oui. On est sur l'ancienne section de route. Et c'est une route qui a eu une panoplie d'accidents dans les années 70. C'est une courbe qui était très dangereuse. Ils l'appelaient la courbe de la mort. Oui. C'est bien ça? C'est exactement. D'ailleurs, il y a une croix qui est encore là, qui était posée en 1969. Dans le détour, une croix en métal qui est là. Pour signifier. Oui. Et il y a un accident qui a déclenché une manifestation. C'est lorsque 2 motards sont morts dans la fameuse courbe. Là, il y a eu des manifestations ici autour de la route pour dire hey, ça n'a plus d'allure, là, ça n'a plus de bon sens, ça. C'est ça. Puis à ce moment-là, c'est ça, le ministre des Transports de l'époque, c'est là qu'il a dit qu'elle allait prendre ça en charge, puis aller faire une autre route qui est présentement la 138, qui passe en arrière, si on veut, d'ici. Donc, c'est à partir de là que le gouvernement a dit non, maintenant, là, s'il y a trop de trafic, on remonte un petit peu vers le nord pour faire une route. Exactement, des années 70. Ça. Il y a des gens qui ont manifesté là-bas. Il y avait même des tombeaux sur les morceaux de poteaux. Il y avait des gens qui étaient vraiment en manifestation active là, pour signifier qu'il y avait un danger. Là. Oh oui, il y avait vraiment un gros problème à ce niveau-là, au niveau de la route à ce moment-là. Aujourd'hui, tout est réglé, bien sûr.
Oui. C'est heureux pour tout le monde. Oui. Écoute, je te remercie beaucoup pour la belle entrevue. C'était super intéressant. Ah, bien, c'est le fun. Ça fait plaisir. Bye. Richard, cette semaine, on parle aux gens qui entreposent leur voiture pour l'hiver. Il y a des options qui s'offrent à eux, tout dépendant de leurs besoins. Oui, exactement. Aujourd'hui, ce que j'ai amené, on le sait, aujourd'hui, on va parler de voitures antiques, des gens qui restaurent des voitures. Puis bien souvent, ils viennent nous voir et ils disent « Qu'est-ce que je fais avec ma peinture? Qu'est-ce que je mets dessus? » Bien, j'ai amené 3 options aujourd'hui. La première, tout dépendant, si les gens veulent garder la peinture originale puis ils veulent vraiment pas y toucher, elle est très, très belle. À ce moment-là, ce que je recommande, c'est le scellant en peinture. OK. Ce qui est le fun dans le scellant en peinture, c'est qu'il va redonner la brillance puis il va protéger. C'est très, très simple à poser. On peut pas le manquer, comme on dit. Puis le résultat, il va être là. Ça, c'est la première chose que je recommande. La deuxième, souvent, les gens, ils le polissent ou ils le font repeinturer ou quelque chose comme ça. Bien là, à ce moment-là, si le véhicule, il n'y a aucun défaut, il n'y a pas de cheveux d'ange, il n'y a pas d'égratignure, il n'y a absolument rien, bien, c'est Nano One. Hors de tout doute. Là, ils vont poser ça et si le véhicule ne roule pas beaucoup, c'est quasiment à vie, cette affaire. Vie. Oui. Mais on s'entend, il faut que si le véhicule sort de la chambre de peinture, on ne va pas faire 2000 km avec, puis il faut le faire immédiatement. Oui, il faut le faire immédiatement. Ça se pose sur une surface parce que ça, c'est de la vitre. Nano One, c'est vraiment de la vitre. C'est un nano-coating. C'est très, 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 très dur, mais la protection est là. C'est incroyable. C'est ce qu'on pose sur une voiture neuve, idéalement, aujourd'hui. Fait que, tu sais, si on a pris le temps de tout travailler le véhicule, le restaurer, le peinturer en plus, bien, mettez ça. Vous allez avoir de la brillance. Et c'est terminé pour la protection. Là. Vous n'avez plus besoin. Là. Quasi à vie. Oui, quasi à vie. Parce que les véhicules qui ne roulent pas, souvent, sont toujours entreposés à l'intérieur parce qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qui détruit le vernis de la voiture? C'est le soleil. Le soleil, principalement, la chaleur. Exactement. Troisième produit que j'ai amené, petit produit qui est très rapide, qui est intéressant, c'est souvent les gens vont faire des expositions, mais ils veulent la être belle, ils veulent donner de la brillance. J'ai amené Effet Miroir, c'est un produit qui est vraiment simple. C'est une cire en pâte avec du carnauba, bas, comme mon père utilisait, mais dans une nouvelle formule qui donne beaucoup, beaucoup de brillance. Fait qu'à ce moment-là, quelqu'un qui veut juste donner de la brillance, puis son véhicule est déjà beau, bien, mettez ça. Quand on commandite, nous autres, des voitures en exposition, on y va toujours avec ça. Et moi, je l'utilise honnêtement, c'est merveilleux comme produit. Je l'adore. Puis vraiment, pour une Cadillac comme on a en arrière de nous autres, ce serait vraiment 3 produits qui pourraient s'appliquer, tout dépendant de l'état de la peinture et des besoins. Exactement. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silver Wax. Silver Wax, conçu pour briller. C'était Éric Fortier. Bien, au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Cette émission vous a été présentée par Expérience Course Vintage. Sensations fortes et adrénaline garantie.